À Nice, agissons pour l'océan, comme nous l'avons tous fait pour le climat à Paris. Olivier Poivre d'Arvor, ambassadeur français des océans et des pôles. Il est temps de prendre des décisions courageuses qui s'appuient sur des faits. Méré Takoko, chercheuse maori spécialisée dans les savoirs océaniques autochtones. Les villes côtières du monde entier, que ce soit Nice ou la Nouvelle-Orléans, doivent faire face à des impacts croissants. La montée des eaux, l'érosion des terres et des tempêtes de plus en plus intenses ne peuvent plus être niées. Latoya Cantrell, maire de la Nouvelle-Orléans, ville américaine. Acidification, blanchissement des coraux, pollution. Nous, les jeunes, on n'est pas responsables de cette situation, mais par contre, la solution est entre nos mains. Carlos Santos, pêcheur brésilien engagé contre les méthodes de pêche industrielles. Bienvenue à Nice, à l'UNOC, la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan, et bienvenue dans Sources diplomatiques, le podcast du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, qui vous raconte les coulisses de la diplomatie française et les grands enjeux internationaux. Je m'appelle Diane Jean, vous écoutez la série Qui gouverne l'océan. Dernier épisode, ce rendez-vous mondial pour mieux protéger l'océan. Lundi 9 juin à Nice. Il est 9h du matin, l'air est déjà chaud et sur le port Lympia, près de 175 pays, représentés par des chefs d'État, des ministres ou des diplomates, donnent officiellement le coup d'envoi de la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan, l'UNOC. Distinguished heads of state and government, Mesdames et messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et messieurs les ministres, Mesdames et messieurs, I Excellences, declare je open déclare the 2025 United Nations conférence Conference 2025 des Nations Comme le veut la tradition, c'est Antonio Guterres, le big boss des Nations Unies, qui ouvre le bal. Et puis c'est au tour de 2 présidents de parler, le président de la France Ce combat est vital pour nous tous. et le président du Costa Rica, car ce sont ces 2 pays qui ont organisé ce sommet qui va durer 1 semaine. Bon, disons-le tout de suite, l'océan ne sera pas sauvé en 5 jours. Mais il y a déjà une première victoire, qui est d'avoir rassemblé autant de monde au même endroit sur ce sujet, surtout vu le contexte géopolitique actuel. En tout, il y a plus de 100 000 personnes. Autrement dit, il y a autant de monde à l'UNOC qu'il y a au célèbre festival de musique Coachella. Résultat, dans la rue, on a pu voir des jeunes niçois faisant pétarader leurs scooters et juste à côté, des ambassadeurs du Sénégal, du Cambodge et du Brésil parler de plancton ou de transport maritime. Mais comment va se dérouler ce sommet ? Et surtout, à quoi va-t-il servir ? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'UNOC, il n'y a pas que des représentants d'État. Il y a aussi des chercheuses et des chercheurs, des élus locaux, des chefs d'entreprise et des membres d'associations ou d'organisations internationales. Et chaque personne a son rôle à jouer. Il y a celles qui sont venues négocier, celles qui sont venues partager leur savoir, celles qui sont venues présenter des outils d'analyse ou des solutions pratiques. Il y a celles qui sont venues se former, celles qui sont venues chercher les financements, et il y a aussi celles qui sont venues porter un message. Bonjour, donc je m'appelle Ilona Maillé-Relonnet. Moi, c'est Noémie de Saint-Quentin. Noémie et Ilona, elles ont toutes les 2 grandi en Nouvelle-Calédonie et elles sont là au nom du programme Green Overseas pour représenter la jeunesse de 25 îles. On est là parce que c'est très important que les jeunes soient entendus aujourd'hui. On parle beaucoup de l'océan, mais c'est vrai que quand on grandit sur une île, c'est notre quotidien, l'océan. On a la vingtaine et de nos propres yeux, on voit la montée des eaux, par exemple. Enfin, moi, je sais qu'il y a des plages où j'ai grandi. Aujourd'hui, elles sont sous l'eau. La qualité de nos eaux se répercute en fait sur la qualité de notre nourriture finalement. Et donc les poissons elles sont de moins en moins de bonne qualité. Il y a de plus en plus d'érosion. Nos îles sont submergées, où on va vivre tout simplement. Et quels sont nos droits et toutes ces problématiques qui se posent. Donc c'est très important de sensibiliser les jeunes, d'avoir une voix dans les décisions qui sont prises.
Et donc pour nous, c'est un peu, l'urgence, elle est là, c'est que les décideurs qui se réunissent dans ce genre de conférences comme l'UNOC comprennent que c'est pas juste des paroles, c'est des gens qui vraiment vivent ces événements. Parce que justement, encore une fois, notre courte existence de vie, nous, on les voit déjà les impacts sur nos îles. Toute la journée, Noémie et Ilona ont enchaîné les rendez-vous. Et pendant ce temps-là, les diplomates, et en particulier les diplomates français, ont tenté de décrocher les dernières ratifications nécessaires pour la mise en œuvre de l'accord BBNJ. On l'avait vu dans l'épisode précédent, pour que l'accord rentre en vigueur, il faut qu'au moins 60 États ratifient l'accord. Sauf qu'à un mois de l'UNOC, seuls 24 États l'avaient fait. Et là, grâce à la dynamique du sommet, on a pu faire un pas de géant. Ce lundi 9 juin au soir, 55 pays ont annoncé avoir ratifié le traité. 15 autres se sont engagés à le faire. Bref, c'est quasiment plié. Et grâce à cet accord, les États vont pouvoir créer des aires marines protégées dans les eaux internationales. Et cette bonne nouvelle, ça valait bien une petite photo de famille. Alors cette photo, elle est symbolique, mais derrière, il y a des années de travail. Et un sprint final que m'a raconté Romane Prigent, rédactrice à la direction des organisations internationales du ministère et que vous avez déjà entendu dans l'épisode précédent. En fait, ça a été une journée un peu stressante parce que on a demandé à ce que les pays qui souhaitaient participer à la photo nous le confirment. Et le jour J, le matin, quand je me réveille et que je vois qu'on n'a que 20 confirmations pour la photo, je m'inquiète un peu. Et d'autant plus qu'on avait une forte pression de nos autorités pour avoir au moins 60 personnes sur la photo, 60 étant donc le chiffre magique. Du coup, on a mis un gros coup de collier avec mes collègues. On a imprimé les invitations, on les a distribuées en plénière, on a mobilisé tout notre groupe de jeunes des ministères présents à l'UNOC pour qu'ils contactent leurs collègues. Et on a réussi à avoir beaucoup de personnes sur la photo. Donc les pays avaient été convoqués à 18h45. Donc vers 18h30, on a un afflux de monde dans la salle. Pour faire au plus simple, l'ordre protocolaire, ce sera premier rang chef d'État, deuxième rang ministre et troisième rang niveau infra. C'est le mieux qu'on puisse faire. Donc on a essayé de placer les gens, mais bon, c'était un peu quand même la cacophonie. Et là, le secrétaire général des Nations Unies est arrivé, il s'est mis en place, tout le monde s'est mis en place. Et quelques minutes plus tard, le président est arrivé. Et c'était un moment vraiment, vraiment émouvant. Moi, ça m'a émue parce que ça représentait beaucoup d'années de travail. Et puis surtout dans la dernière ligne droite, beaucoup de stress lié à l'organisation et la logistique de juste une photo, en fait. Donc c'est une photo qui reste, mais c'est des semaines, voire des mois de préparation juste pour avoir pris cette photo. Et cette photo, elle a permis de convaincre un autre pays de ratifier l'accord BBNJ. L'Indonésie, qu'on n'avait pas du tout dans le radar comme pouvant ratifier rapidement, a déposé son instrument le lendemain de la cérémonie, car ils avaient vu qu'il y avait quelque chose qui se passait. Alors, parmi tous les représentants d'État à Nice, il y avait quand même un grand absent, les États-Unis. Mais cela n'a pas empêché de croiser des Américains dans les couloirs, et il y avait notamment un invité de taille, John Kerry, qui fut ministre des Affaires étrangères sous Barack Obama et envoyé spécial pour le climat sous Joe Biden. Et le deuxième jour, mardi 10 juin, John Kerry est venu dans la zone ouverte au public. Je suis heureux de pouvoir dire que, ces dernières années, nous avons tous fait énormément de progrès sur les aires marines protégées. Mais ces efforts restent largement insuffisants. C'est une bataille immense, les amis. Et je ne peux pas vous dire à quel point, en fait, si, je peux vous le dire, tout ce qu'il y a en jeu en ce moment. Et clairement, on est en retard. Ça fait des années que je travaille sur ces questions. J'étais à Rio en 1992, où on a posé les bases du développement durable. Depuis, j'ai vu cette bataille continuer et continuer. On le sait, ça va nous coûter tellement plus cher de ne rien faire, de ne pas assumer nos responsabilités.
C'est une bataille pour l'océan, une bataille pour notre planète, mais c'est aussi une bataille pour le sens commun. En sortant de la conférence, je croise quelqu'un qu'on connaît bien. Elle a parlé dans le 2e épisode de cette série, elle est océanographe, c'est Marina Lévy. Marina, elle est là à l'UNOC pour présenter Starfish, le tout premier outil grand public qui permet de mesurer l'évolution globale de la santé de l'océan. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui manquait parce qu'on avait plein de connaissances scientifiques sur l'océan. Mais elle était complètement dispersée, puis elle n'était pas disponible pour le grand public. Donc on a fait ce baromètre qui s'appelle le baromètre Starfish. Starfishbarometer.org. Sur Internet, vous pouvez y aller. Il y a 5 branches. La branche du haut, c'est l'état de l'océan. Et puis les 4 autres branches, elles décrivent l'interdépendance entre l'humanité et l'océan. Comment est-ce que l'homme détériore l'océan, exerce des pressions. Alors on donne des chiffres sur la surpêche, on donne des chiffres sur la pêche illégale, on donne des chiffres sur les émissions de gaz à effet de serre. Comment l'homme, au contraire, protège l'océan. On donne des chiffres sur les aires marines protégées, etc. Et puis comment, à l'inverse, l'océan, c'est une grande opportunité pour l'humanité, comme source de nourriture, comme source d'emploi. Et au contraire, ça peut être aussi une source de risque, avec par exemple les prix croissants des assurances maritimes ou des dégâts liés aux tempêtes. Et vraiment, le baromètre Starfish, il a vocation à, d'une année sur l'autre, parce qu'on veut le sortir tous les ans le 8 juin, à l'occasion de la Journée mondiale de l'océan, de pouvoir suivre ces indicateurs pour voir dans quel sens on va et pour pouvoir suivre les engagements qui seront pris à l'UNOC. Justement, en termes d'engagement, le 2e jour, mardi 10 juin, près de 100 pays ont lancé un appel pour faire aboutir les négociations en cours sur le traité contre la pollution plastique. Oui, alors le traité international sur la pollution plastique, il est en négociation depuis mars 2022 et normalement sa dernière phase de négociation devrait arriver à Genève en août et on espère avoir un texte qui soit un texte robuste, un texte qui s'attaque à l'essentiel de la problématique, à savoir comment est-ce qu'on réduit la production mondiale de plastique puisqu'il n'y a pas d'autre solution qui soit envisageable dans les 2 dimensions, c'est-à-dire la réduction des volumes puisque le volume de plastique qu'on produit est problématique, mais également la réduction des toxiques qu'on utilise avec la diversité de molécules chimiques qu'on utilise pour ça. Lui, c'est Henri Bourgeois-Costa. C'est le monsieur plastique de la fondation Tara, une fondation qui fait de l'exploration scientifique et du partage de savoir à propos de l'océan. Et la fondation Tara, elle est membre observateur aux Nations Unies et elle participe donc au débat sur le traité contre la pollution plastique. Alors nous, Fondation Tara Océan, on a un rôle dit d'observateur, c'est le vocable officiel aux Nations Unies, et donc on est là pour appuyer les négociateurs, appuyer les décideurs, en leur apportant l'expertise scientifique qui est faite grâce à la goélette Tara et par les laboratoires de recherche avec qui on travaille, mais également en termes de solutions qu'on co-construit avec des universitaires, avec des chercheurs, qui sont notamment ces questions de, puisqu'il faut réduire, comment est-ce qu'on va réduire? C'est quoi l'enjeu de réduction? Le chiffrage, évidemment, on parle de 75% de réduction nécessaire pour atteindre les objectifs des accords climatiques de Paris, mais également, qu'est-ce qu'on va privilégier? C'est quoi les plastiques qu'il faut éliminer et quelles vont être les démarches qu'on va engager pour arriver à atteindre ces objectifs-là? Il faut bien avoir en tête que la question des plastiques, c'est plus qu'une question de pollution en termes de déchets. Évidemment, c'est une réalité, ces déchets qui contaminent les océans. C'est la première image qui nous frappe, c'est les animaux marins qui en meurent, etc. Mais en fait, cette réalité, elle est bien au-delà. C'est évidemment une contamination de toute la chaîne alimentaire, qu'elle soit celle des océans, des rivières, des fleuves, des sols, même atmosphériques, par des micros et des nanoplastiques. Et puis c'est également une pollution qui est une pollution climatique, puisque 3 à 4% des émissions globales de gaz à effet de serre sont du fait de la production des plastiques. Et c'est un chiffre qui va exploser dans les années à venir, puisqu'on devrait atteindre 15% d'ici 10 ans. Donc c'est vraiment un vrai sujet climatique, la production de plastique. Mais c'est également une question de toxiques, puisqu'on a 16 000 molécules chimiques qui ont été identifiées dans la production et la dégradation des plastiques. Et parmi ces 16 000, on en connaît déjà 4 000 d'entre eux comme étant toxiques pour la santé humaine et la santé environnementale. Et donc quand on parle de santé humaine et santé environnementale, c'est un seul et même sujet. En attendant la suite des négociations de ce traité, l'UNOC est l'occasion pour des pays ou des régions de prendre des engagements contre, par exemple, la pollution plastique. Et c'est le cas de l'Union européenne, qui s'est engagée à réduire de moitié la pollution plastique d'ici 5 ans. We will strive to cut plastic and nutrient pollution by half within 5 years. This can be reached. We should make this effort, my friends.
Et au même moment, dans la zone ouverte au public, des chercheurs colombiens sont venus présenter leur savoir traditionnel pour la préservation de la biodiversité marine. Et tout ça en musique. Pendant 5 jours, à Nice, on s'est partagé des savoirs anciens, mais aussi des questions nouvelles. Comme par exemple, faut-il donner une personnalité juridique aux poissons, aux algues, à l'eau, pour mieux protéger l'océan ? Pourquoi ? Parce que les droits de la nature, les droits de la terre nourricière sont un levier très concret pour intégrer d'autres cosmovisions, d'autres systèmes de valeurs par le droit, et donc fournir des armes supplémentaires pour lutter contre l'effondrement du vivant. Marine Calmet, juriste et membre de l'association Wild Legal. Pour répondre à la crise que nous traversons aujourd'hui, il va falloir composer avec d'autres valeurs, d'autres manières de regarder le monde. Et que justement, les peuples autochtones, les communautés côtières, il y a beaucoup de représentants ici à l'UNOC qui justement viennent porter cette voix et qui disent il faut emprunter à nos modèles de gouvernance, à notre manière de gérer l'océan, à vivre avec la mer. Et donc, il faut absolument réussir à trouver des manières complexes de répondre à des problèmes qui sont complexes. Dans l'espace ouvert au public, il y a eu pas mal de rencontres comme celle-là qui interrogent notre rapport au vivant. Et cette idée, par exemple, de donner une personnalité juridique à l'océan, elle s'inscrit dans un mouvement entamé il y a une vingtaine d'années, où de plus en plus de pays, d'Amérique latine, d'Afrique, d'Asie, mais aussi d'Europe, donnent une personnalité juridique à des fleuves, des montagnes ou des forêts pour mieux les protéger. Alors, dans le prolongement, pourquoi pas l'océan ? 3e jour, mercredi 11 juin, je reçois une note vocale de Gabrielle Laric, qu'on a entendue dans l'épisode précédent, qui est, je le rappelle, rédactrice Océan au ministère. À l'origine, on n'avait pas pensé que les fonds marins feraient forcément partie de l'UNOC, mais finalement, avec notamment ce qu'avait annoncé Donald Trump, c'est vrai que le sujet a pris une certaine ampleur. Et donc, on s'est dit que l'UNOC serait une bonne occasion pour renforcer la coalition que la France a bâtie avec d'autres États pour un moratoire ou une pause de précaution contre l'exploitation des fonds marins. Et on est assez heureux puisque lors de la plénière d'ouverture, on a eu des États qui ont rejoint. Et on est donc maintenant à 37 États. Et au-delà de ces annonces, c'est aussi des messages qui ont été portés, par exemple, dans les panels pour l'action océanique. Donc, c'est les événements hors plénière où les États ont rappelé à quel point il ne fallait pas y aller. On a aussi eu des messages assez forts du président Macron qui ont permis de réaffirmer la position de la France, qui est quand même assez bien connue maintenant. Donc pour l'instant, personne ne rejoint une position aussi forte que la nôtre, mais au moins d'autres États se rallient à cette demande de ne pas exploiter tant qu'on n'a pas un cadre assez solide. Les prochaines négociations auront lieu cet été. Et donc on espère que l'UNOC, comme pour le plastique, aura donné un coup de projecteur au sujet, au niveau politique. C'est quand même très important de passer du niveau technique au niveau politique pour nous permettre de stopper tout projet un peu inconscient d'exploitation des fonds marins. 4e jour, jeudi 12 juin, je retrouve une autre personne que l'on connaît bien et qu'on a entendue dans le 2e épisode. C'est Françoise Gail, vous savez, cette océanographe pionnière dans l'exploration des abysses. Et elle est à l'UNOC pour proposer un outil particulièrement novateur et qui a été porté par le ministère, l'AIPOS. Donc en fait, c'est la facilitation pour les décideurs d'une connaissance non seulement académique, mais aussi d'une connaissance qui peut être technique, culturelle, etc., en faveur d'une action qui serait implémentée de façon facile, efficace, évaluable. En fait, l'AIPOS, c'est un peu un service sur mesure. L'idée de départ, c'est de dire qu'il n'y a pas de solution magique que l'on pourrait appliquer un peu partout, pareil, dans le monde. Puisque chaque État a ses contraintes, ses intérêts, son histoire, ses territoires. Et donc l'idée, c'est que les États contactent l'AIPOS lorsqu'ils ont une question, un projet, une envie de politique publique pour préserver l'océan. Et en retour, l'AIPOS les conseille, leur donne des idées, voire les accompagne. Et voici 2 exemples. Le premier avec les Seychelles. Les Seychelles nous ont posé la question, mais nous avons plein de plastique, qu'est-ce qu'on fait ? On veut une économie bleue, mais on veut qu'elle soit durable, donc il faut quelque chose de recyclable.
Et le deuxième exemple, avec le Costa Rica. Le Costa Rica est un pays très très avancé du point de vue des aires marines protégées, mais il l'a fait de façon unilatérale. Les pêcheurs ne veulent plus travailler avec les scientifiques parce qu'ils pensent que les scientifiques sont des conservationnistes qui ne veulent pas travailler avec les pêcheurs. Donc on a fait un premier travail avec eux, un deuxième, et finalement, il y a à peu près un mois, nous avons réussi à faire en sorte que le dialogue s'instaure entre toutes les parties. Et ça, c'est vraiment aussi grâce aux forces du Costa Rica. Et nous allons aussi le présenter aux Nations Unies. Ok. Vendredi 13 juin, dernier jour de l'UNOC. La conférence de clôture approche. Et en attendant, j'ai voulu savoir comment les jeunes diplomates à qui j'avais parlé dans l'épisode précédent avaient vécu ce sommet. Et c'est Nabil Medagri Alaoui, l'autre rédacteur océan du ministère, qui m'a répondu. Pour la manière dont j'ai vécu le sommet, dont je le perçois, alors qu'aujourd'hui c'est le dernier jour et qu'il y a bientôt la cérémonie de clôture qui sera cet après-midi, c'est beaucoup de fierté d'avoir contribué en équipe France, avec un vrai collectif qui a contribué à la conférence, pour les livrables, pour l'organisation, pour tous les aspects de la conférence, pour la zone verte qui est la zone société civile, la zone bleue, et aussi un peu d'émotion parce que je pense qu'on est nombreux à partir vers d'autres horizons à l'issue de l'UNOC. Et là, on était tous à se demander ce qu'on allait faire de nos mercredis après-midi qu'on passait quasiment pour une bonne partie ensemble sur les différentes questions reliées à l'UNOC, parce qu'on avait des réunions hebdomadaires. Donc je pense que c'est un peu les deux sentiments qui dominent. Et quelques minutes plus tard, c'était la cérémonie de clôture. Au bout de 5 jours, les États ont pris de nombreux engagements, seuls ou à plusieurs. J'en ai cité quelques-uns dans cet épisode, mais il y a toute une liste que vous pouvez retrouver sur le site de France Diplomatie. Et la mobilisation ne s'est pas faite qu'au niveau des États. Il y a aussi des liens qui se sont tissés, des alliances qui se sont forgées, entre villes côtières, entre parlementaires et entre scientifiques du monde entier. Alors évidemment, c'est pas fini. Il reste plein de questions. Comment l'accord BBNJ va-t-il être mis en œuvre ? Le traité plastique en cours de discussion va-t-il aboutir ? La coalition pour un moratoire va-t-elle réussir à freiner l'exploitation minière des fonds marins ? Les réponses à ces questions, on les aura dans quelques mois. Avec, en juillet, la prochaine session de négociation à l'AIFM, en août, la dernière session de négociation du traité plastique, et en novembre, la COP30 à Belém au Brésil, qui va également aborder l'océan. Mais déjà à l'UNOC, il y a eu des avancées. Ça peut sembler être des petits pas, mais on l'a vu dans cette série, le temps de la diplomatie est long et parfois il est fastidieux, surtout dans le contexte actuel. Alors pour nourrir cet élan, battre le fer tant qu'il est chaud et que ces engagements ne restent pas lettre morte, les États se sont donné rendez-vous en septembre 2026 pour un autre sommet international entièrement dédié à l'océan. C'est la fin de cette série Qui gouverne l'océan. J'espère qu'elle vous a plu, que vous y avez appris des choses. Si vous avez des questions, des commentaires, des retours constructifs, vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci pour votre écoute et à bientôt j'espère.